commandant, comment se fait-il qu'on ne décolle pas? Monsieur, je connais mon métier, j'espère que vous connaissez le vôtre. Ça avait été une gifle terrible, qui m'avait révoltée. Et quelques minutes après, Santini se met à s'exclamer « On demande un guide !» Je me précipite avec un camarade. « Un guide !» J'ai dit un seul guide. Santini était vraiment en colère. « Un guide, j'ai dit un !» Nous sommes deux volontaires, Gilbert Chapaz et moi. Je lui propose, on n'a qu'à tirer la courte paille. Si tu veux, admet-il. C'était donc le destin, là encore. Ce premier vol de récupération est tenté avec un Sikorsky 58. L'adjudant Blanc, qui vient d'effectuer un stage de pilotage aux États-Unis chez le constructeur de l'appareil, est aux manettes, et le commandant Santini prend la place du copilote. Honoré Bonnet a également pris place dans l'appareil. Après avoir été malmené par les trous d'air, le pilote décide de faire demi-tour et se repose au Fayet. Quelques minutes plus tard, un nouvel essai est tenté. Cette fois, Charles Germain est embarqué aux côtés d'Honoré Bonnet pour repartir vers le Mont Blanc. L'hélicoptère s'approche des victimes. Honoré Bonnet raconte. On était tellement secoués qu'on s'est mis à plat ventre. À ce moment-là, Santini nous dit « Guide, nous faisons un premier passage et nous vous déposons au second. » Mais alors, je ne sais pas pourquoi il est allé tout droit et a percuté la montagne. L'accident n'a pas été dramatique parce qu'il y avait beaucoup de neige, ça a amorti le choc. On est passé à 5 mètres au-dessus de Vincendon et Henri, les deux pales ont cassé dans l'axe. J'ai été précipité sur Germain, il a tapé devant dans la cloison, il a pris une grande secousse, puis il est sorti à toute vitesse en courant. Moi, au contraire, je cherchais mes gants. Santini a gueulé « Mais sautez, nom de Dieu, sautez, ça va exploser !» Mais merde, je cherche mes gants! J'ai hurlé, je suis restée à chercher mes gants. Et puis en sautant, je les ai trouvés, j'ai dit « Dis donc, à propos de métier, tu parles à propos de métier !» Les deux pilotes se sont mis dans un coin sans bouger. Eux, ils arrivaient d'Algérie, du désert. Vous vous rendez compte, elle est capotée là-haut? Alors je vais voir Germain. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de les emmener. Écoute, on va d'abord essayer de mettre les deux alpinistes à l'abri pour commencer, puis on verra. Ils ne pouvaient pas marcher. Ils étaient assis. On a pris un des alpinistes, puis l'autre. On les a traînés, tirés. On les a pas portés. On les a traînés. Et là, j'ai commencé à m'installer avec eux, à discuter. Germain est parti aussitôt pour discuter avec les deux pilotes. Santini et Blanc n'étaient pas blessés. Ils étaient sanglés sur leur siège, donc ils avaient mal à la poitrine, mais rien de grave. Sur les 4 qui étaient dans l'hélicoptère, seul Germain était sonné. On volait à 100-120 km/h. C'est l'appréciation de Pétetin, le pilote du 2e hélicoptère, qui nous survolait au moment du crash. On discute donc avec les gars, et je me suis aperçue qu'ils avaient les mains gelées, les bras gelés, les jambes gelées. Et ça, je ne l'ai pas dit souvent, le bas-ventre. Ils n'arrêtaient pas de parler. C'était tout à fait cohérent. Ils ne se rendaient pas compte. Les mains, les bras, les jambes, au-dessus des genoux étaient du béton. Du béton. Tout d'abord, ils n'ont pas réalisé que l'hélicoptère avait failli les écraser. Pas du tout. Les premiers mots qu'on a échangés... T'es chic, toi, comment tu t'appelles? Bonnet. Et qu'est-ce que tu es? Je suis guide à l'EHM. Ah bon? Tu sais, je suis là, mais il y en a d'autres qui viennent. Il y a Terray qui monte aussi. Tu connais Terray, toi? C'est un copain. Ah bon? Mais tu sais qu'on voulait rentrer au GHM, nous? Moi aussi, j'y suis au GHM. Ah bon? Mais alors on fera des courses ensemble, alors? Ahurissant. Silence. Il est très ému et des larmes roulent sur son visage. Dans la vie, j'ai vu des morts, des blessés. Mais ça me bouleverse toujours. 2 types mourants qui réalisaient pas qu'ils allaient mourir. Ils me parlaient normalement, comme si nous étions tranquilles. Tu comprends? Moi, je suis aspirant guide. Je veux devenir guide. Et tu sais ce qu'on voulait faire? C'est aller en Himalaya. T'es allé en Himalaya, toi? Ah non, moi je suis guide, tu sais. Alors je peux pas trop me permettre de faire de l'alpinisme en amateur. Et qu'est-ce que t'as fait comme truc, comme course, toi? Le Badil et puis d'autres trucs. Ah, t'as fait le Badil? Oh, le Badil. T'es gentil de faire le sauvetage, toi, tu sais.
Tu nous aides, toi, mais après, nous aussi, on t'aidera. » Ils ne parlaient pas du tout de leur situation du moment. C'est ça le plus étonnant. Ça a duré 20 minutes. Une conversation ahurissante, hallucinante et bouleversante aussi. Je leur ai donné des petits aliments, un peu à boire, ça passait pas. On leur a donné de la benzédrine pour les empêcher de dormir. Ils ont pris ça sans pouvoir l'avaler. Et le leitmotiv, c'était « Tu sais que j'ai les couilles gelées ». On a rigolé. On disait des paillardises de basse classe. On a continué à parler. Maintenant, il faut que je te dise, on va vous laisser, on va sauver les pilotes et puis on revient. Ah, ben d'accord. Vous revenez bientôt, hein? Ils n'ont pas dit, on vous accompagne. Ils n'avaient aucune notion de ce qui allait se passer, rien du tout. Ils étaient déjà dans un autre monde. Après avoir couché les 2 alpinistes dans la carlingue de l'hélicoptère pour qu'ils soient abrités, les guides encordent le pilote et le mécanicien pour les remonter vers le refuge Valo. Germain fait la trace avec l'unique paire de skis dont il dispose. Mais après quelques mètres à peine, un nouvel accident survient. L'adjudant Blanc tombe dans une crevasse, heureusement peu profonde, mais Blanc est blessé et sonné. Après avoir sorti le mécanicien à l'aide d'un mouflage, les 2 guides décident de revenir s'abriter dans la carlingue pour débattre de la suite des événements. Le ciel est à ce moment-là tout bleu et rien ne laisse présager le mauvais temps qui arrive. 1 heure à peine après le crash, Vincent Don et Henri voient donc revenir les 4 hommes. Honoré Bonnet raconte comment Henri essaye de réconforter l'adjudant Blanc. Henri dit à l'adjudant « T'es tombé dans une crevasse, toi ? Ah bon, bah t'as froid aux mains !» Et il s'est mis à taper les mains de l'adjudant Blanc pour les réchauffer. Blanc n'a pas réagi, il était dans un autre monde lui aussi. Henri a mis ses mains gelées sur celles du mécanicien pour les réchauffer. C'était un truc à vous faire vomir. Vomir. Les guides décident de bivouaquer dans la carlingue et commencent à aménager l'espace exigu pour abriter 6 personnes. Pendant ce temps, Jacques Pétetin, à bord d'un Sikorsky 55, un appareil plus léger, réalise une prouesse technique en déposant les guides Jean Münster, Gilbert Chapas, Jean-Marie Novelle et Bernard Roman sur le dôme du Goûter, à proximité du refuge Valo. Münster et Chapas sont chargés de descendre en direction des rescapés, tandis que Novelle et Roman installent un relais radio dans le refuge. 2 heures après le crash, Münster et Chapas rejoignent la carlingue du Sikorsky 58. Ce 2e groupe de secouristes est alors surpris de trouver non plus 2, mais 3 blessés. Les instructions qui viennent directement du sommet de l'État sont catégoriques. Il faut évacuer militaires et guides vers le refuge Valo avant la tempête qui s'annonce, puis revenir chercher Vincent Don et Henri. Les ordres venaient de Paris, du ministère des Armées ou de celui des Affaires étrangères, qui étaient concernés aussi, parce qu'il y avait un Belge parmi les victimes. D'ailleurs, des représentants de ces ministères étaient descendus à Chamonix, on l'a su par la suite. L'ordre nous a donc été donné clairement de remonter vers le refuge Valo avec les 2 pilotes, et puis c'est tout. Il n'y avait pas le choix de toute façon. 3 personnes à transporter avec 4 secouristes, c'était pas possible. Münster était costaud, Chapas aussi, moi j'étais en pleine forme, Germain à peu près. On peut faire ce qu'on veut, c'était impossible. On n'avait aucun matériel. Pas de traîneau, rien. Juste les skis. On était partis dans l'idée que l'hélicoptère devait tout sauver. Nous étions des pionniers. Et comme tous les pionniers, nous avons raté. Le groupe se scinde alors en 2. Santini, Germain et Bonnet en tête pour faire la trace, et Chapas et Münster derrière avec l'adjudant blessé. Les hommes suivent la piste des fanions plantés par Chapas et Münster lors de leur descente. À l'approche du dôme du Goûter, la nuit tombe et la tempête se déclenche. La cordée Chapas, Münster et Blanc réussit à gagner in extremis le refuge Valo, mais l'autre cordée a perdu la ligne des fanions et décide de bivouaquer. Les alpinistes creusent un trou dans la neige et s'enfouissent dedans. Bonnet. Nous avons donc bivouaqué toute la nuit, au col du Goûter, à 4250 mètres d'altitude, par un vent qui nous bousculait dès qu'on sortait du trou. On a lutté. On sortait pour que le pilote, qui était au-dessous de nous, crève pas non plus. Après cette nuit de cauchemar, le groupe retrouve les fanions et repart en direction du refuge. Les 3 hommes finissent par arriver à proximité et sont repérés par le reste du groupe. Dehors,
La tempête fait rage et le groupe de 8 hommes est bloqué, avec de la nourriture peu comestible, par moins 15 degrés. Ils ont dû casser la porte pour faire entrer le blessé et le poêle refuse de fonctionner. Heureusement, une mission scientifique venue quelques semaines auparavant a laissé des médicaments. Grâce à la liaison radio, on leur indique comment prodiguer les soins à l'adjudant blanc qui souffre de gelure. Quant à Vincent Don et Henri, les sauveteurs reçoivent l'ordre formel de ne pas retourner les chercher.